les arcs, un esprit différent. Attention, vous êtes devant un guet-apens. Sous son air innocent, guet-apens est croquant sous la dent. Mais voluptueux et très crémeux dedans. Guet-apens de Belin, c'est si bon de s'y laisser prendre. Ma mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma 205 GTI. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Voilà. Vous regardez un film sur votre magnétoscope. Aujourd'hui, Océanique vous permet en même temps de guetter le début de votre émission favorite sur une autre chaîne. Oh, oui, c'est le principe de l'incrustation. Cette image dans l'image, vous pouvez l'agrandir 4 fois. Vous pouvez même l'échanger contre l'autre. Bien que rien dans le cas présent ne vous y oblige. D'ailleurs, je vous rassure, ça marche dans les deux sens. Océanique, c'est quand même autre chose. Mais il s'incruste ? Petits cookies ou bon gros cake, en une seule préparation, un choix comme ça c'est gonflé. Les créatifs de Vainé, c'est gonflé. Mon nouveau lave-linge, Thomson ISO, un véritable ordinateur à laver. ISO pèse le linge. ISO reconnaît la nature du textile. ISO calcule le meilleur programme pour le meilleur résultat. Mon ordinateur à laver Thomson ISO, proprement génial. I'm sitting all alone and thinking the only thought I have is you. Wherever you may be, one day you'll come to me. I'll be ready to follow you. Entre toi et moi, un diamant est éternel. Vivamine, 12 vitamines, 9 minéraux. Fer, vitamine C, calcium, vitamine B1, B6, magnésium, vitamine A, potassium, phosphore. Vivamine, 12 vitamines plus 9 minéraux, un comprimé par jour pendant 20 jours. Vivamine pour retrouver force et harmonie. Vivamine est un médicament réservé aux adultes. Du comté. Vous l'aimez? Moi aussi. Le comté, on l'aime sans compter. Et voici le bébé show. Salut les gars. Salut. Alerte. Oh, elle est bon, hein? Ça va pas être facile, mon vieux. Stop, arrêtez tout. La deuxième cassette est arrivée. Allez, casse-toi. Salaud. Il faut être patient avec les imbéciles. Joubouzou à gaga gaga. Et maintenant, la deuxième cassette du Bébé Show, Miracle, ça marche, est en vente partout comme la première. Dieu est omniprésent. Dieu est un raz de marée. Et comme Dieu sait tout, eh bien, ceux qui ne l'achèteront pas, j'aurai les noms. Attention, j'aurai les noms. Et... Le journal dans un instant avec Jean-Claude Narcy et puis à 23h45, Livres en tête. Si l'envie de lire vous démange, Joseph Poli et Jacques Duquesne vous donnent le choix sans l'embarras en défrichant l'actualité littéraire. Un suicide comme un meurtre, pour être réussi, ne doivent pas avoir de témoins. Or, comme chacun sait, les murs ont des oreilles. Mésaventures à 23h55 sur la une.
Le charme discret des secrétaires fait des ravages et tout porte à croire que Symphorien y a succombé. Rumeurs et quiproquos à minuit 20, mais tout de suite une dernière, à tout à l'heure. « 23 policiers blessés dans les manifestations de mineurs lorrains à Paris. Arrivée à Ouvéa des 26 Mélanésiens libérés jeudi dernier. La vitesse n'apparaîtra plus dans les publicités, décident les constructeurs automobiles. Madame, monsieur, bonsoir. Et puis il y a le feuilleton du Baron Noir. Vous n'allez pas me croire, ça ressemble un peu à un gag, j'en conviens. Mais un petit avion de type ULM a de nouveau survolé Paris ce soir, vers 20h35. L'appareil est passé au-dessus du Palais de l'Élysée par 3 fois, comme la semaine dernière. C'est Pierre Joxe, je crois, qui va être content ce soir. Le ministre de l'Intérieur est aujourd'hui en Corse, où il poursuit le dialogue avec toutes les organisations politiques de l'île de Beauté. Sur le front des conflits sociaux, on enregistre encore aujourd'hui des mouvements de grève limités au PTT, au centre de tri de Lyon, sur le RER parisien avec des perturbations dans le trafic, et puis des débrayages à Air France, sans conséquence sur les vols. En revanche, Marseille a été bloquée par les traminots, et à Paris, les manifestations des mineurs lorrains. Une manifestation s'est terminée par des violences. Véronique Lafont. La manifestation des mineurs lorrains avait pourtant bien commencé. 1500 personnes étaient venues cet après-midi à Paris pour réclamer 450 francs d'augmentation et 10 points d'indice. Mais c'est à l'issue d'une entrevue intersyndicale chargée de mission du Premier ministre que les heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre, les mineurs apprenant que leur dossier était renvoyé au charbonnage de France. Bilan de ces échauffourées, 23 policiers légèrement blessés et quelques dégâts matériels. Quelques heures auparavant, c'étaient les ambulanciers qui manifestaient dans la capitale. Un cortège de 400 véhicules pour obtenir du ministère de la Santé une révision des tarifs et de la prise en charge pratiquée par la Sécurité sociale. Et enfin, à Marseille, dure journée pour les automobilistes. La Canebière et le centre-ville ont été bloqués une bonne partie de la journée par les traminots en grève. À l'origine du mouvement, des augmentations de salaire. Marseille était aussi privée de métro, d'autobus et de courrier. Les conflits ont occupé une bonne partie des travaux du 41e congrès de la CFDT à Strasbourg, à la fin duquel, vous le savez, Edmond Maire cédera son poste de secrétaire général à Jean Caspar. Pour l'heure, Edmond Maire a eu fort à faire aujourd'hui avec ses détracteurs, avant de lancer un appel à l'unité d'action avec les syndicats non cégétistes. Jean-Michel Carpentier. Applaudissements, sifflets, pour la chaude ambiance, ça n'a pas traîné ici au congrès de la CFDT. Pourtant, Edmond Maire, qui s'attendait à des remous avec l'aile gauche de son syndicat, avait prévu de prendre ses distances avec le gouvernement socialiste. Précaution inutile, car en parlant de la recomposition syndicale, Edmond Maire a encore créé quelques remous. Le temps fait son œuvre. Les grands ruisseaux du syndicalisme français, je pense en particulier à la CFDT, à FO et à la FEN, vont vers le même océan. La CFTC et la CGC participent aussi à plusieurs convergences. À peine ce discours terminé et le premier orateur inscrit contestait la ligne confédérale. La CFDT apparaît aujourd'hui comme une organisation de compromis de bas niveau. Nous avons maintes fois senti notre organisation en retrait dans la gestion des conflits ou carrément à côté de la plaque, comme ce fut le cas lors de l'action étudiante de décembre 86. C'est donc clair, bien que ce soit... Nous avons maintes fois senti notre organisation en retrait dans la gestion des conflits ou carrément à côté de la plaque, comme ce fut le cas lors de l'action étudiante de décembre 86. Les exclusions devraient donc pleuvoir à la CFDT dans les semaines qui viennent. Mais ce débat pas très passionnant risque d'occulter les vraies questions de ce congrès, à savoir le renouveau de la CFDT. Comment retrouver de la crédibilité et des adhérents. Ou encore l'unité d'action avec la FEN et Force ouvrière, vaste chantier sur lequel va devoir se pencher la nouvelle direction cédétiste. Bref, il s'agit là de l'avenir du syndicalisme et on est bien loin des petites batailles politiciennes d'aujourd'hui.
Les 26 Mélanésiens libérés jeudi dernier à Paris en application de la loi référendaire sont arrivés ce soir à Ouvéa. Il aura donc fallu 5 jours entre leur sortie de prison et l'arrivée sur leur île. La même en mai dernier, vous vous en souvenez, 4 gendarmes et 19 Kanaks furent tués dans l'assaut de la grotte des otages. Sur place, une correspondance de Bernard de Gidani. La dignité, le recueillement et l'émotion ont marqué sur l'île d'Ouvéa le retour des 26 indépendantistes libérés il y a 5 jours à Paris. Les amnistiés ont été accueillis dans la discrétion. Aucun gendarme n'était présent sur l'aéroport. Ils ont été accueillis dans le silence impressionnant de plusieurs centaines de personnes émues, portant des banderoles « Bienvenue au pays » et « Enfin libre ». Discrétion aussi à Nouméa, où 45 minutes auparavant, l'avion arrivant de Tokyo s'est arrêté en milieu de piste pour permettre, loin des regards indiscrets, leur transfert dans l'avion qui les a conduits à Ouvéa. Les étreintes et les pleurs ont marqué cette nuit des retrouvailles. Les 26 indépendantistes se sont recueillis sur les tombes de leurs 19 camarades tués il y a 6 mois, lors du dénouement sanglant de la prise d'otage de la grotte d'Ouvéa. Prise d'otage à laquelle ils ont participé et leur avait valu leur arrestation. Le bureau politique de l'UDF s'est réuni aujourd'hui à huis clos pour décider des stratégies électorales prochaines. Le président Valéry Giscard d'Estaing, à l'issue de la réunion, a affirmé que toutes les composantes de la Confédération avaient une volonté commune de préparer ensemble des élections européennes. Quant à la date de la réunion de concertation avec le RPR, eh bien, elle pourrait avoir lieu dans la première quinzaine de janvier. François Mitterrand, dans une interview au journal Libération, qui sera publiée demain matin, déclare que la France reconnaît le droit des Palestiniens à vivre sur un territoire constitué en État indépendant et sans aucun problème de principe. Rien ne s'oppose plus à un accord de paix en Afrique australe. Le gouvernement sud-africain a officialisé aujourd'hui le plan de paix concocté à Genève il y a une semaine par les négociateurs cubains, angolais et sud-africains. En bref, à présent, les principales nouvelles de l'étranger avec Laurent Aubaine. Large succès des conservateurs et du Premier ministre Brian Mulroney aux élections législatives canadiennes. Par cette victoire, les électeurs ont largement approuvé l'accord de libre-échange avec les États-Unis, accord qui était au cœur du débat électoral. Le chef du gouvernement, M. Mulroney, garde donc la majorité absolue avec 170 sièges sur les 295 qui étaient à pourvoir. La nouvelle session parlementaire britannique est ouverte. La reine Elisabeth II, au cours de son traditionnel discours du trône inaugurant cette séance, y a présenté le nouveau programme législatif du Premier ministre Margaret Thatcher. Principale question abordée, les privatisations. Un discours au cours duquel la reine n'a pas évoqué son éventuel voyage en URSS, un déplacement auquel s'oppose Margaret Thatcher. Manifestation à Palerme contre l'honorable société et la guerre des clans. Une demi-douzaine d'assassinats ont en effet été commis en quelques heures par la mafia en Sicile. L'une des victimes est un parrain, Don Giovanni Amato, 67 ans. Son élimination semble s'insérer dans le cadre de la restructuration que le clan des Corleone près de Palerme est en train d'opérer contre les vieilles familles mafieuses. Cette lutte de clans a déjà fait 26 morts depuis le début de l'année. Le bombardier américain B-2 a été dévoilé aujourd'hui en Californie devant quelques industriels et des journalistes. Il s'agit d'une aile volante en forme de boomerang. Cela met fin en partie à 10 années de secret pour celui qui avait été surnommé l'invisible, car il est pratiquement indétectable au radar en raison de ses formes et de ses revêtements spéciaux. Imaginez le baron noir aux commandes du B-2 survolant les Champs-Élysées. Et puis il y a ce fait divers tragique en Allemagne fédérale. Un bébé de 15 mois enlevé il y a une dizaine de jours a été retrouvé étranglé et pourtant le ravisseur, en réclamant une rançon, avait bien laissé l'espoir aux parents de retrouver vivant leur unique enfant. Je vous l'annonçais hier soir, le corps de Pauline Lafont, disparu depuis le 11 août dernier, a été retrouvé au fond d'un ravin dans les Cévennes, à moins de 5 km de sa maison familiale. La mère de l'actrice Bernadette Lafont fait front avec beaucoup de courage. Ce soir d'ailleurs, elle joue au théâtre à Vienne et elle vient de s'opposer formellement à la publication de tout cliché pris à l'occasion de la découverte du corps de Pauline. On la comprend. Il faut dire que Bernadette Lafont n'aura pas été épargnée depuis le début de l'affaire Alan Rothschild. Le 11 août dernier, une jeune fille disparaît au cours d'une promenade dans les environs de Saint-André de Valborgne. Elle est jeune et jolie, jusque-là pas de quoi alerter les médias. Mais elle est célèbre, sa mère aussi, elles font toutes les deux du cinéma, elles appartiennent ainsi, un peu, à tout le monde. La vie des Lafont devient un fait divers où les acteurs jouent leur propre rôle, mais cette fois-ci, pour de vrai. Bizarrement, une partie de la presse se transforme et oublie son rôle premier, qui est d'informer.
Les journalistes commencent à inventer des histoires, à croire de fausses rumeurs, tout ça en salissant le vrai désespoir. Je refuse tout le cortège d'idées noires, par exemple le fait qu'il y ait plus de 10 000 personnes en France qui disparaissent chaque année, qu'on ne retrouve pas, et puis etc., etc. En fait, tout ça, je refuse parce que je fais confiance à sa bonne étoile, à notre bonne étoile, voilà. La presse a tout dit, tout imaginé. Une chaîne de télévision est allée jusqu'à affirmer de sources sûres que Pauline était bien vivante. La source, un psychiatre. Il aurait eu un appel téléphonique de Pauline. L'information est lancée sur les ondes, on assiste là à une véritable panique cathodique. Les témoignages de menteurs en mal de reconnaissance et les gendarmes qui vont au sud au lieu d'aller au nord par facilité. Aujourd'hui, dans sa déclaration, le juge d'instruction regrette profondément que le silence n'ait pas prévalu en préalable de toute certitude et compte tenu de la douleur légitime des proches. C'était la conclusion de son communiqué, ce sera la nôtre en toute objectivité. Verra-t-on les constructeurs automobiles vanter la dernière née avec le slogan « La vitesse c'est has-been, la vitesse c'est dépassé ». Eh bien, je ne pense pas qu'on en soit encore là. Et pourtant, les constructeurs français et les importateurs s'interdisent dorénavant d'utiliser la vitesse comme argument publicitaire, Christian Van Rijswijk. Tout ça, c'est terminé, même si les voitures de demain autorisent toujours des performances largement supérieures à celles autorisées. Simplement, on ne devra plus s'en servir comme argument de vente. Vous, automobiliste, qu'en pensez-vous ? Il faut pas que ça aille trop lentement quand même. Il faut que ça ait de la réponse. Quand on appuie, quand on... Oh, c'est la barbe votre truc. Les pubs pour les voitures rapides, c'est mauvais. C'est très mauvais. Si on ne peut plus parler vitesse, alors qu'est-ce qui va rester ? D'abord, nous parlerons de toutes les qualités que les usagers pressentent dans leur voiture. Et il y en a bien beaucoup. Et d'autre part, les agences de publicité vont devoir adapter leur message à ce nouveau mode de communication. Je pense qu'elles trouveront des sujets intéressants pour tout le monde. La vitesse de pointe, c'est quelque chose d'important dans l'achat d'une voiture ? Oui, certainement. Un petit peu, oui. Une bonne nouvelle pour les sportifs, un stade de 80 000 à 100 000 places pour Paris. C'est pour 1990, affirme Jacques Chirac, ce stade pourrait servir pour la Coupe du Monde de football que la France souhaite simplement organiser en 1998. L'emplacement n'est pas encore décidé, on pense ou à Colombes ou bien encore à Vincennes. Voilà, bonne tenue du marché à Wall Street aujourd'hui. L'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 11,74 points. Mais le dollar s'est de nouveau affaibli en perdant 3 centimes par rapport au franc. Une séance plutôt calme aujourd'hui au Palais Brognard. L'indicateur a clôturé en légère hausse. Le lingot perd 200 francs et le Napoléon gagne un petit franc. Demain, vous le savez, c'est mercredi, donc c'est jour de cinéma. Et Laurent Delseul a choisi 3 films sur fond de musique ou fond de ballet. Il y a d'abord 3 places pour le 26, c'est le film de Jacques Demy avec Montand. Miss Arizona, c'est le second film, un film de Paul Sender avec Mastroianni. Enfin, Rattle and Hum sur le groupe rock U2. 3 places pour le 26 de Jacques Demy aurait pu s'appeler Monsieur Montand. Ce film raconte la carrière d'Yves Montand avec Montand dans son propre rôle. À travers un univers poétique, l'acteur sur scène nous chante sa vraie vie. Dans Miss Arizona, Paul Sender raconte l'histoire d'un couple d'artistes hongrois qui a émigré en Italie. Anna Schygulla et Marcello Mastroianni vivront la montée du fascisme et la Seconde Guerre mondiale tout en continuant leur métier sur des scènes de fortune. Ils vont ainsi retrouver l'ambiance du cabaret Arizona qui est à Budapest ce qu'est le Moulin Rouge à Paris. U2 Rattle and Hum est plus un reportage qu'un film. Phil Johannon met en scène de nombreux concerts du groupe anglo-saxon U2, mais aussi des images inédites qui dévoilent une personnalité et le message qu'il tente de transmettre. Pour tous les amateurs de rock, un film à ne pas manquer. Voilà, et vous n'avez plus qu'à faire votre choix et à noter sur votre agenda, si vous le voulez bien, sur votre agenda du mercredi 23 novembre, à Montpellier, le sommet franco-espagnol en présence de François Mitterrand et de Felipe González. À Bordeaux, le salon de l'automobile et de la moto, 2 compétitions. Et puis, bien demain, le quotidien Les Échos fêtera ses 80 ans et le magazine, lui, ses 25 ans.
Enfin à l'opéra, première de Notre-Dame de Paris, de Rudolf Nureyev. Et puis les grands rendez-vous avec l'information, dans quelques instants Livre en tête avec Jacques Duquesne et Joseph Poli. À 6h30, Robert Namias et Francine Buchy. À 13h, Jean-Pierre Pernaut. À 20h, Patrick Poivre d'Arvor, que vous retrouverez d'ailleurs pour Ex Libris vers 22h30. Et puis à 23h45, n'oubliez pas les sportifs. Bayern de Munich contre l'Inter de Milan, c'est en coupe de l'UEFA. Et sur la une, ce sera juste après les informations que j'aurai le plaisir de vous présenter. À demain donc, et bonne fin de soirée à tous. Bonsoir à toutes et à tous. De l'humidité venue du nord, c'est une perturbation mais faiblement active, sur un sol très très froid, et vous le savez à cause de nos records de froid de cette journée du mardi, cela va donner une journée peu agréable, mauvaise. Les conditions de circulation et de visibilité seront très difficiles dans toutes les régions qui vont du Cotentin, de la Normandie jusqu'à l'Est alsacien et franc-comtois. Tout sera de la partie brouillard, brouillard givrant, pluie verglaçante, flocons de neige possible, à l'arrière, c'est-à-dire du nord, de la Picardie à la Champagne et aux Ardennes, brouillard givrant également, brouillard givrant possible aussi en Bretagne et jusqu'au Pays de Loire, partout ailleurs, du soleil dès le matin, sauf sur la Côte d'Azur et la Corse, où il y a des restes d'instabilité. Toute cette situation va être aggravée par des températures qui, au petit matin, restent rigoureuses. Vous voyez qu'on a encore -8 à Clermont-Ferrand prévu sous abri, ce qui veut dire -10 dans le Massif central, en plein champ. L'Est est à -5, -4, -5 en Champagne, et il faut aller à Cherbourg avec 2 petits degrés, ou à Nice avec 2 petits degrés, pour trouver des températures positives également présentes en Corse avec 4 et 3 degrés. L'après-midi, ces températures seront moins rigoureuses, mais encore fraîches. -3 dans l'Est et en Bourgogne, 0 degré en Champagne, 0 degré en Île-de-France, 5 degrés à l'Événard, dans le Roussillon. Le ciel l'après-midi sera tout aussi dangereux, ainsi que le sol, très froid, toujours dans les mêmes régions qui gagneront un petit peu vers le Lyonnais et le nord des Alpes. Les chutes de neige modestes peuvent se produire plus tôt dans l'après-midi vers l'est, c'est-à-dire vers la Bourgogne et la Franche-Comté, les monts du Lyonnais et le nord des Alpes. Toujours du Mistral et de la Tramontane pour accentuer l'impression de fraîcheur ensoleillée dans le midi de la France. Dormez bien quand même. Chaudière électrofuel, 2 énergies valent mieux qu'une. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Livres en tête, semaine du 8 au 14 novembre. Sondage Ipsos, TF1 Le Point. Les romans, c'est parti. En 5e position, Les derniers jours de Charles Baudelaire, Bernard-Henri Lévy chez Grasset. 4e position, Le voyage au bout de la nuit de Céline, illustré par Tardy chez Gallimard Futuropolis. 3e, Le zèbre, Alexandre Jardin chez Gallimard. En seconde position, Un été dans l'Ouest, Philippe Labro, Gallimard. Et enfin en tête, le prix Goncourt, l'exposition coloniale d'Éric Orsena, au Seuil. Bonsoir Jacques, Éric Orsena en tête, oui. C'est logique. Il faut signaler d'ailleurs que le prix Renaudot apparaît à la 21e place, Adriana dans tous mes rêves, de René Depestre, et va sûrement monter dans les prochains classements. On commence à mesurer l'effet des prix. Bon, il faut bien dire que quand le sondage se terminait et quand le Goncourt a été donné, c'était dans les derniers jours du sondage. Donc normalement, et là on devrait voir, Le zèbre d'Alexandre Jardin qui a eu hier, comme vous savez, le prix Femida, il est déjà bien placé. On devrait voir monter Christiane Rochefort, et je dirais que ce ne serait que justice pour La Porte du Fond, vous savez, qui est un roman, à mon avis, un des plus superbes romans de la rentrée, qui est une histoire d'inceste, mais toujours avec une discrétion, une pudeur telle que même quelqu'un qui, à la rigueur, ne saurait pas que c'est une histoire d'inceste, ne pourrait pas tout à fait le comprendre. Alors, nous allons parler du voyage au bout de la nuit de Céline, qui est illustré par Tardy. Alors, voilà, illustré, ce ne sont pas des bandes dessinées, bien entendu. Philippe Solers dit à propos de Céline, il faut relire Céline en le voyant. Eh bien là,
effectivement, on le voit. On aime ou on n'aime pas Tardy, mais il faut reconnaître que ces illustrations sont impressionnantes. On a tout dit sur le voyage au bout de la nuit. Oui, mais nous n'ajouterons rien à tout ça. Nous n'ajouterons rien. Je voudrais tout de même lire un passage, parce que Céline, c'est tout de même extraordinaire. Il parle de Madame Putat, qui est la femme du joaillier où il travaille. Ce n'est point qu'elle fût laide, Madame Putat. Non, elle aurait même pu être assez jolie, comme tant d'autres. Seulement, elle était si prudente, si méfiante, qu'elle s'arrêtait au bord de la beauté. C'est superbe. Il faut ajouter que le succès de ce livre est étonnant parce que, bon, c'est Céline, c'est vrai, mais se trouver à un tel classement alors que c'est un livre relativement cher. Il faut ajouter aussi que, bien entendu, il y a toujours le choc pour des gens dont l'imaginaire a travaillé sur un roman quand ils voient des images de ce roman, que ce soit dans le film, à la télévision ou là dans les illustrations, il y a toujours un certain décalage et certains peuvent être un peu désorientés et dire ça ne correspond pas à mon imaginaire. Mais c'est toujours comme ça quand on voit soudain proposé par quelqu'un d'autre des images d'un roman. En tout cas, c'est un livre qui marche très bien. Oui, qui est superbe. Les essais. En 5e position, La cause des adolescents, Françoise Dolto, chez Gallimard. En 4e position, Quoi l'éternité, Marguerite Yourcenar, chez Gallimard également. 3e position, Lettres volées, nous le connaissons bien, de Gérard Depardieu, chez Lattès. En seconde position, toujours Le Hors-Saint, de Bernard Alexandre, chez Plomb. Et enfin en tête, toujours Paysage de campagne, de Philippe Alexandre, chez Grasset. Alors, Quoi à l'éternité, on en a parlé, il faut rappeler que c'est le troisième de la trilogie. C'est dont ça. Archives du Nord était le numéro 1 et là, il est plus particulièrement question de son père. C'est un très beau livre, inachevé, mais c'est un très beau livre. C'est le dernier livre de Yourcenar. D'ailleurs, une fois de plus, on peut remarquer que depuis que Marguerite Yourcenar nous a quittés, c'est-à-dire depuis 1 an, eh bien, jamais elle n'a été aussi populaire et jamais ses livres se sont aussi bien vendus. Absolument. Alors il faut signaler quand même le succès du livre de Philippe Alexandre, Paysage de campagne, parce qu'il se vend actuellement 2 fois plus que le Goncourt. Alors c'est un livre... Pour l'instant. Mais c'est un livre qui concerne la vie politique. Et alors que l'on dit que les Français se désintéressent de la vie politique, c'est quand même intéressant de se poser le problème. Oui, mais là, il s'intéresse à la vie politique parce que le livre est disons, croustillant. Oui, et puis il n'utilise pas ce qu'on peut appeler la langue de bois. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'il y va très nettement, il dit tout ce qu'il a envie de dire, même avec des pointes parfois de méchanceté, mais c'est un livre qui se lit. Alors, dans la liste des essais, il faut signaler Nina et Jean Quéhaillan pour leur livre « Le chantier de la Plage Rouge au Seuil ». C'est un livre très très agréable à lire. C'est un retour en URSS, puisqu'ils avaient écrit La rue du prolétaire rouge il y a quelque temps déjà, qui racontait leur expérience malheureuse, puisqu'ils étaient partis comme communistes travailler à Moscou, en URSS, et avaient beaucoup souffert de ce qu'ils avaient découvert, parce que la réalité ne correspondait pas aux rêves, ce qui arrive souvent, hélas. Et là, ils ne pensaient pas du tout avoir de visa pour pouvoir y retourner. Puis Gorbatchev régnant, ma foi, ils ont eu un visa. Et alors, ils racontent, c'est surtout un voyage dans le transsibérien, en réalité, puisqu'ils vont jusqu'au bout. C'est pas un voyage au bout de la nuit, là, c'est un voyage au bout de la Sibérie. Et c'est bien raconté par des gens qui connaissent bien l'URSS, avec des histoires assez drôles. D'ailleurs, je ne vais pas résister au plaisir de vous en citer une. C'est une histoire qui se passe à Moscou, où il y a la queue. Vous savez que Gorbatchev a établi des restrictions à la vente d'alcool. Alors, il y a des queues terribles. Dès qu'on ouvre les boutiques d'alcool, il y a des queues terribles qui se forment pour acheter de l'alcool. Et là, il y a un monsieur qui est très malheureux et qui se dit, ça y est, je vais encore attendre des heures avant de pouvoir enfin acheter de la vodka. Alors il demande où habite Gorbatchev. Il dit, je vais le tuer. Puis il part. Il y a la queue. Et il part pour tuer Gorbatchev, puis il revient quelques instants après. On lui dit, alors que ça y est, vous l'avez tué. Il dit, non, là-bas, la queue est encore plus longue. Non, c'est pas joli, ça. C'est pas joli, non, mais c'est une de l'anti-gorbatchevisme. Oui, mais c'est une des jolies histoires qu'on peut trouver dans ce livre. Il y a beaucoup d'humour. Il y a beaucoup d'humour et en même temps de la tendresse et de la sympathie profonde pour le peuple russe, ce qu'il faut signaler. 3e catégorie des poches. Et en 5e, Le chercheur d'or de Leclésio. En 4e, une vieille connaissance, Le parfum de Patrick Souskine. En 3e position, le Chronique de la haine ordinaire de Pierre Desproges qui fait sa réapparition.
pour notre plaisir. En seconde position, l'étudiant étranger de Philippe Labro. Et enfin, toujours en tête, et même très largement en tête, le diable en rit encore de Régine Desforges. Bon, ben là, ne cherchons pas bien à comprendre. Régine Desforges, il y a une poussée. Non, mais c'est normal, on l'a dit déjà. Moi, je voudrais signaler plutôt le 6e de la liste, qui est un Dolto. Vous parliez d'Ursenard et du succès. Pour Dolto, même phénomène. C'est la même chose. La difficulté de vivre, qui est un livre de poche, donc qui était un des grands livres de Françoise Dolto, où elle reprenait, c'était pas seulement d'un côté les enfants, de l'autre côté les adolescents, de l'autre côté les adultes, comme un certain nombre de ses livres, mais là, c'est l'ensemble un peu. Le condensé, enfin la globalité de son œuvre se trouve dans la difficulté de vivre avec les mêmes qualités que nous avons déjà dites, c'est-à-dire sa générosité, son intuition profonde et en même temps quelques défauts qui est parfois dénoncé, ce qui nous paraît comme des vérités premières. Dernière catégorie, les essais, mais en poche. La 5e place, Méthode, Francis Ponge. 4e, La rue du Prolétaire Rouge, Nina et Jean Quéhaillan. 3e, Qu'est-ce que le tiers-état, Joseph Siriès. 2e position, La machine égalitaire d'Alain Minck. Et enfin, en tête, Enfance de Françoise Dolto. Voilà, alors là, ce sont des livres sévères. Enfance de Françoise Dolto, c'est pas vraiment sévère, puisqu'elle raconte sa vie, et à partir de sa vie et de son enfance, où elle était interviewée par sa fille, d'ailleurs, qui lui fait raconter ça, à partir de là, elle développe un certain nombre de... je parle des 4 autres, là. Les 4 autres sont plus sévères encore que La rue du Prolétaire Rouge, à laquelle on a fait allusion tout à l'heure. Un côté reportage. Un mot de Minck, pour lui, toutes les institutions qui travaillent depuis 50 ans veulent réduire les inégalités et en fait, elles conduisent à l'inverse. Alors il est pour la mobilité, pour la fluidité, pour la loi du marché qui, selon lui, doit conduire à plus d'égalité. Oui, c'est un livre qui est un peu imprégné du regain de libéralisme, du regain de la pensée libérale auquel on a assisté depuis 2 ou 3 ans. Qui est un regain qui est d'ailleurs actuellement dans les idées, on parle moins du libéralisme et de la pensée libérale, mais ce livre, comme il sort en poche, est en fait une réédition d'un livre. C'est un peu un livre de référence. Voilà. Et il faut quand même aussi signaler le succès de l'abbé Sieyès. Alors là... Oui, c'est parce qu'il n'a pas... L'abbé Sieyès... Oui, on n'en parlait pas beaucoup. Non, l'abbé Sieyès, tout le monde connaît le plan de son livre, puisque c'est au fond sa fameuse formule « Qu'est-ce que le tiers-état tout ? Qu'est-ce qu'il a été jusqu'à présent ? Rien, que veut-il devenir quelque chose ?» C'est l'annonce dans son texte même du plan de son livre. Il dit « Voilà, le plan de mon livre sera le suivant. » Et cette fameuse formule que vous avez appris à l'école primaire, et moi aussi. Oui, alors que c'est un des personnages de la Révolution les plus mystérieux, au fond, les moins connus, ben voilà, on parle beaucoup de lui. Il a une autre formule, vous savez, lui, c'est quand on a condamné à mort Louis XVI, c'est lui quand tous les conventionnels étaient appelés par leur nom pour dire s'ils étaient pour la mort ou non, qui a dit la mort sans phrase. Eh bien, c'est aussi de Sieyès. C'était pas bien pour Louis XVI, quand même. Voilà, alors, la semaine dernière, j'ai commis un crime de lèse à Almanach Vermeau. J'ai fait une plaisanterie à laquelle vous avez ri. Je ne sais pas pourquoi. C'était pour vous faire plaisir. Oui, mais je me suis complètement trompé. J'ai parlé de pharmacie avec des pépins. C'était incompréhensible. En réalité, il fallait comprendre que c'était un magasin de parapluies qui était fermé à cause de pépins. Là, vous ne riez plus. C'est incompréhensible. Je suis un peu déçu. Vous êtes un peu déçu. C'est l'Almanach Vermeau. Voilà. Et demain, Ex Libris, Patrick Poivre d'Arvor, et vous nous retrouverez, si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine. Bonsoir. Bayern de Munich, Inter de Milan sur TF1. Le match démonstre en 8e de finale de la Coupe de l'UEFA. Le Bayern en tête du championnat allemand reçoit l'Inter en tête du championnat italien. Une affiche de finale avant la finale. Bayern de Munich, Inter de Milan, le choc a lieu sur la une.
À partir de 5 tableaux de Constant Permec, Anna, photographe, reconstitue la vie du peintre belge. Une visite guidée par la passion et l'émotion de l'univers maritime et paysan, fixé sur la toile par le chef de file de l'expressionnisme flamand. C'est à minuit 55. La passion d'un écrivain pour une région. Pierre Moineau raconte l'Alsace. Survivance des gestes ancestraux du taupier aux pêcheurs de la côte atlantique, le tour de pêche de 2 enfants et la profusion de la faune marine en Floride. 4 histoires naturelles proposées et présentées par Igor Barrère, Étienne Laloux et Jean-Pierre Fleury à partir de 2h25. Et puis demain soir, attention, Jean-Paul Belmondo, Richard Anconina et Claude Lelouch vous feront leur cinéma pour une sacrée soirée présentée par Jean-Pierre Foucault à 20h40 et ensuite à 23h45, vous venez de le voir, le match Bayern de Munich, Inter de Milan. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter de passer une très très bonne fin de nuit sur la Une. Tout de suite, mes aventures. À demain. What the hell are you doing? Oh. I don't even want you anymore! All I want is the drugs and the money! Oh my God. Come back here. Straighten up. We're both fucked up. I don't care, I don't want you anymore!